Et coucou les petits scientifiques. Alors aujourd'hui, on attaque un nouveau chapitre, le chapitre 8, l'énergie sous toutes ses formes. Et pour télécharger les ressources liées au chapitre 8, je vous invite sur l'ENT à vous rendre sur votre cahier de texte, le classeur, et choisir votre matière, la physique. Vous rentrez dans le chapitre 8 et vous trouverez les ressources, c'est-à-dire le magazine numéro 8 et le corrigé de l'ensemble des exercices. Allez, on attaque tout de suite ce chapitre 8 par le TP23 sur les propergols où on va traiter plus précisément des réactions de combustion. Je vous laisse quelques minutes pour prendre en main ce TP, lire les différents documents et répondre aux premières questions. On se retrouve de suite pour un petit bout de correction. Dans les premières questions du TP, on va parler des réactions de combustion. Déjà, il y a deux grandes familles de combustibles à connaître pour vous, à votre programme, qui sont la famille des alcanes, dont la formule générale est CnH2n+2, et les alcools, dont la formule générale est la même, sauf qu'on rajoute un atome d'oxygène, H2n+2 et un seul oxygène, pour avoir un groupement OH. Dans les questions 2 et 3, on va parler de la réaction de combustion, du combustible qui nous intéresse aujourd'hui. Ce combustible-là, c'est la cire de bougie. Et on vous dit aussi dans le TP que ce combustible, il a besoin pour brûler d'un comburant qui va être le dioxygène O2. Les produits de la réaction sont le dioxyde de carbone, CO2 et l'eau, H2O. Dans la question 3, on vous demande d'équilibrer cette réaction. On peut noter ici que ça, c'est le comburant. Et donc, on va équilibrer ensemble cette équation de combustion. Tout d'abord, on va équilibrer, on va prendre l'habitude d'équilibrer atome par atome, dans ce sens-là, en commençant par les carbones, suivi des hydrogènes et pour terminer les oxygènes. Il y a 20 atomes de carbone, ce qui fait qu'on doit avoir 20 molécules de CO2 pour avoir 20 atomes de carbone dans les produits. 42 hydrogènes ici. Attention, dans la molécule d'eau, il y a 2 atomes d'hydrogène. Donc, on aura 21 molécules d'eau. Maintenant, faisons le point sur les atomes d'oxygène. Combien est-ce que j'en ai du côté des produits? 20 fois 2, ce qui me fait 40, plus 21 fois 1 atome d'oxygène, 21. En tout, ça me fait 61 atomes d'oxygène que je dois avoir ici dans les réactifs. Donc, dans le réactif, c'est du dioxygène. Donc, il me faut 61 demi de molécules d'oxygène. À vous rappeler qu'on peut mettre ici des coefficients stoichiométriques qui sont des fractions ou même des entiers, puisque les coefficients stoichiométriques, je vous le rappelle, définissent des proportions. Donc il n'y a aucune raison qu'on ait des proportions obligatoirement entières. Voici comment on a équilibré notre équation de combustion. Dans les questions 4 et 5, on se penche un peu plus sur la notion de pouvoir calorifique. On vous demandait de proposer une relation algébrique et au vu des unités, eh bien on comprend que le pouvoir calorifique, c'est l'énergie dégagée ΔE par la réaction de combustion divisée par la masse de combustible, attention, la masse de combustible brûlée. C'est un petit peu long à écrire, on peut le modéliser par cette équation, PC égale ΔE sur M, en précisant bien les unités, ΔE qu'on va mettre en joules, la masse en grammes, on aura donc un pouvoir calorifique en joules par gramme.
mais la plupart du temps, ce pouvoir calorifique, vous le verrez, il est exprimé en kilojoules par kilogramme. Dans ce cas-là, il faudra mettre, comme vous en doutez, l'énergie en kilojoules et la masse en kilogrammes. Le pouvoir calorifique, on rappelle cette notion, c'est une grandeur quotient. En fait, on s'aperçoit que c'est une énergie par unité de masse, ou ce qu'on appelle encore une énergie massique. Et on verra dans la prochaine activité, l'activité A que l'on fera lundi, une autre grandeur quotient qui cette fois-ci est une énergie molaire, l'énergie de réaction. Allez, passons maintenant à l'élaboration de notre protocole expérimental. Si on reprend la relation algébrique sur le pouvoir calorifique, on peut l'exprimer de la manière suivante, delta E égale PC fois la masse. Ce qui fait que pour notre protocole expérimental, on va avoir un protocole expérimental à bâtir sur une série de mesures et les deux grandeurs à mesurer vont être ce que j'ai entouré en rouge, la masse de bougie que l'on brûle et l'énergie qui est dégagée lors de cette combustion d'une masse M. Je vous rappelle que pour écrire un protocole expérimental basé sur une série de mesures, votre protocole doit répondre à 3 questions. Qu'est-ce que je mesure? C'est-à-dire citer les grandeurs physiques à mesurer. Avec quoi je mesure? Citer les instruments. Et puis comment je mesure? Citer les étapes techniques du protocole. Allez, c'est à vous, je vous laisse mettre en pause, à vous d'écrire votre protocole. Allez, voici en premier lieu le schéma d'expérience. Au niveau du matériel, on a besoin d'un combustible, une bougie chauffe-plat, une canette est remplie de 150 grammes d'eau, quelque chose pour tenir la canette. Et puis au niveau des instruments de mesure, on a besoin seulement une balance et d'un thermomètre. Alors on pourrait se dire, cette expérience elle est réalisable à la maison. Ce qui va coincer, éventuellement le thermomètre, mais surtout la balance, puisque on va détecter des variations de masse relativement faibles. Il nous faut pour cela une balance précise au centième de gramme, et ça c'est compliqué à trouver à la maison. Allez, faisons le point sur notre protocole expérimental. Tout d'abord, la question, qu'est-ce que je mesure? On va écrire, nous allons mesurer l'énergie dégagée par la combustion en fonction de la masse de bougie brûlée. Avec quoi je mesure? On utilisera une balance et un thermomètre. Et puis la dernière question, comment je mesure? On peut mettre quelques lignes sur le schéma expérimental que l'on vient de voir. Et puis il faudra préciser qu'on réalise une série de mesures en relevant la température de l'eau tous les, par exemple, 0,05 grammes de bougie brûlée. Il faut aussi préciser que ce que l'on va relever sur la balance, c'est la masse de la bougie. Donc il faudra calculer la masse de bougie brûlée en faisant une différence. Et puis on relève la température de l'eau. Donc pour calculer l'énergie dégagée, il nous faudra utiliser la formule du document 3, à savoir delta E qui est égal à la masse d'eau, 0,150 kg, faire attention aux unités, fois 4180 qui est la capacité calorifique de l'eau, fois delta T qui est l'élévation de température de l'eau. Et là aussi, le delta T, il faudra le calculer puisque l'on mesure la température de l'eau. Juste vous signaler que vous pourrez trouver une expérience similaire en vidéo sur le livre scolaire.fr à l'adresse suivante, lls.fr PC1 P193. C'est une expérience similaire, elle est faite non pas sur de la cire de bougie, mais sur un aliment bien connu des sportifs qui est l'amande. Revenons à notre expérience maintenant, voici les résultats que nous avons obtenus nous avec la cire de bougie, qui sont des résultats bruts, puisqu'il vous restera maintenant à calculer la masse de bougie brûlée et l'énergie dégagée par la combustion de cette masse de bougie brûlée. Allez, je vous laisse quelques minutes pour mettre en pause, réaliser ces calculs. Et je vous rappelle que l'objectif, c'est de tracer le graphe de l'énergie dégagée delta E en fonction de la masse brûlée.
Voici maintenant comment réaliser ces calculs. Je tiens à vous préciser que ici, j'utilise pour ma part un tableur. Vous pouvez soit traiter vos résultats d'expérience via un tableur, soit utiliser votre calculatrice graphique en mode statistique. Là aussi, on a vu ensemble comment utiliser les différentes colonnes comme un tableur. Déjà pour la masse brûlée. Eh bien, la masse brûlée, c'est la masse initiale moins la masse qu'il reste. Donc je rentre cette formule et j'étends la formule à toutes les autres cellules. On voit ici qu'au final, à la fin de mon expérience, on aura brûlé 0,3 g. Pour ce qui est maintenant de l'énergie qui a été reçue par l'eau, qui est, si on néglige les pertes, la même que l'énergie qui a été dégagée par la bougie. Dans un premier temps, il faut qu'on calcule l'élévation de température de l'eau. Eh bien, l'élévation de température de l'eau, je rentre dans cette cellule, je tape égal, et je vais lui dire que c'est cette température moins notre température initiale, qui ici était de 18,3. On a ici l'élévation de température de l'eau, delta T. Pour ce qui est de l'énergie dégagée, on va rentrer la fameuse formule Q égale MC fois delta T, 0,150 g d'eau fois la capacité calorifique de l'eau 4180 fois l'élévation de température. J'étends cette formule et on a maintenant calculé, on peut maintenant tracer le graphique de delta E en fonction de la masse brûlée. Pour ça, je sélectionne ces deux lignes et on va tracer un nuage de points. Alors faites attention que votre tableur ne vous trace pas un nuage de points par colonne, sinon il faudra reparamétrer un petit peu le tracé de votre graphique. Je sélectionne ici mon nuage de points. On voit ici à nos incertitudes de mesure près, bien qu'on a une représentation graphique qui est linéaire, et c'est souvent le cas dans les expériences de thermique où on a beaucoup d'incertitudes de mesure. On va tracer la régression linéaire de cette série-là, corrélation linéaire. Je lui demande d'afficher cette équation-là. Et on peut ainsi obtenir, en traduisant cette équation de maths en physique, la valeur du pouvoir calorifique que l'on a mesuré. Voici donc notre équation mathématique, y égale f de x, que l'on va traduire en physique en commençant par supprimer l'ordonnée à l'origine, qui n'est pas tout à fait nulle, mais la physique nous dit que oui. Et on traduit ça par l'équation suivante, delta E égale 27 498 fois la masse brûlée. Et donc du coup, ce coefficient directeur de 27 500, c'est ce qu'on va identifier au pouvoir calorifique, qui est de 27 500 joules par gramme. Alors, je vous l'ai dit, il y a pas mal d'incertitudes de mesures liées aux expériences en thermique, donc on est en droit de se demander l'incertitude sur ce résultat. C'est ce que l'on va faire tout de suite au travers d'une approche statistique, c'est-à-dire une incertitude de type A. Allez, revenons sur notre tableur. On peut traiter finalement chaque point comme une expérience différente et une mesure différente. Pour estimer le pouvoir calorifique sur chaque point, il suffit que je fasse l'énergie delta E divisé par la masse de combustible brûlé. J'étends à mes 1 nombre d'essais que je peux noter ici. J'ai donc 6 essais et on voit ce que je vous disais sur les incertitudes, qu'elles sont assez grandes puisqu'on a des valeurs relativement variées qui vont de 22 000 jusqu'à 30 000. On se rappelle que pour une série de données, l'incertitude, elle va être calculée à partir de l'écart type sur cette série de valeurs divisé par la racine carrée du nombre de mesures. Donc, on a nos différentes valeurs du pouvoir calorifique.
Il suffit que j'en calcule l'écart type en tapant égal écart type entre parenthèses et le tableur va me calculer l'écart type sur cet ensemble de valeurs. L'écart type, il est de 2800. Il faut que je fasse maintenant cette valeur divisée par racine du nombre d'essais, ici, du nombre de mesures, qui ici est de 6. Et j'ai donc une valeur finalement du pouvoir calorifique, PC égale, de 27 498 plus ou moins 1182. Ça, c'est notre incertitude absolue sur le pouvoir calorifique. Pour me rendre compte de la qualité de nos mesures, je peux maintenant calculer l'incertitude relative, qui est l'incertitude absolue divisée par la valeur, que je vais mettre ici, que j'ai mis ici en pourcentage. Je vais l'annoncer, je l'affiche avec un nombre correct, avec un nombre pas trop important de chiffres significatifs. Et donc, on a notre traitement maintenant sur l'incertitude de cette valeur au travers d'une incertitude statistique, on le rappelle, de type A. Allez, voyons comment écrire le résultat final de notre étude d'aujourd'hui, de ce TP23. On a une incertitude qui est de l'ordre de plus ou moins 1200. Il n'y a pas de raison qu'on ait un résultat qui soit précis à l'unité. Donc on va arrondir cette incertitude à un seul chiffre significatif. Rigoureusement, je devrais écrire 2 fois 10 puissance 3. Pour des raisons de simplicité, on va écrire plus ou moins 2000. Vous voyez que j'ai arrondi l'incertitude à la valeur du dessus, pour ne pas tronquer ma plage d'incertitude. Ensuite, la valeur, eh bien, notre incertitude nous raconte qu'on est précis au rang des milliers. Eh bien, il suffit donc maintenant que je tronque ma valeur de 27 498 au rang des milliers. Tronquer arrondi au rang des milliers, ça nous donnerait 27 000, ou plutôt 27 fois 10 puissance 3, mais là aussi, pour des raisons de simplicité, on va écrire 27 000. J'affiche mon résultat final avec une écriture conventionnelle. De cette manière-là, le pouvoir calorifique qu'on a obtenu, il est de 27 000, plus ou moins 2000. Ce qui traduit beaucoup plus le fait qu'on ait une incertitude relative proche de 5%. Allez, maintenant, voyons le travail que vous aurez à faire pour lundi. Tout d'abord, c'est rédiger le cours, le grand 1, petit 1, petit 2 et petit 3. Attention, seulement le petit 3A. Le petit 3B, il sera rédigé à l'issue de l'activité qu'on fera lundi. Et puis aussi, on s'entraînera avec beaucoup d'exos lundi ensemble. Juste un petit mot pour terminer. Si vous tentez l'expérience que vous avez vue en vidéo avec une amande par exemple, si vous tentez cette expérience, surtout, prenez garde aux réactions de combustion. Ne mettez pas le feu à la maison. Hein. Et ensuite, vous pouvez nous envoyer vos photos et vos résultats d'expérience. Allez, bon week-end mes petits scientifiques.